Cette Arrivé. conférence va Euh, maintenant être enregistrée. ah, c'est bon, ouais. Et donc du coup, pour être la plus pédagogue possible, en fait, j'ai essentiellement mis des images et des films. Et donc, j'ai essayé de vous les expliquer à l'oral. Voilà, j'ai mis très peu d'équations, sachant qu'en fait, le travail, la plupart des travaux que je vais vous montrer, c'est des travaux théoriques. Donc, en fait, derrière, c'est essentiellement des simulations numériques et des équations qui sont derrière les résultats que je vais vous présenter. Mais je me suis contentée de vous montrer des images. Donc, j'espère que ce sera assez clair. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions, c'est important. Donc le titre peut paraître étrange, hein, les matériaux amorphes comme paradigme de mouvement collectif. Donc en fait, un matériau, comme tout le monde le sait, quoi, c'est la synthèse de la matière et de l'usage qu'on en fait. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on peut quand même associer des matériaux à des mouvements. Et, ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'il y a certains concepts qu'on peut peut-être généraliser à d'autres systèmes que la matière condensée qu'on connaît habituellement. Bon. Mais alors du coup, évidemment, ce que je vais vous montrer en dehors de toutes les références bibliographiques, c'est un travail collectif qui implique pas mal de personnes sur Lyon, dont je vous ai donné quelques noms ici. Alors ça ne passe pas par contre. Euh, ah, j'arrive pas à faire passer ma présentation. Si. Alors des mouvements collectifs déjà, puisque quand on pense à des mouvements collectifs, on peut penser au vol des tourneaux. Qui, dont qui peuvent, enfin, c'est des vols collectifs qui peuvent, des nuées qui peuvent adopter des formes compliquées. Ici, des oiseaux qui forment un gros oiseau et qui résultent d'un mécanisme d'interaction. On peut penser aussi au mouvement brownien. Donc là, cette fois, on introduit plutôt la notion de collision et d'aléatoire, qui est habituellement reliée à la notion de température. Mais ici, c'est des simulations numériques. Expérimentalement, c'est observé sur des billes de latex en suspension dans l'eau, par exemple, ou dans d'autres systèmes. Et puis, on peut aussi penser à une organisation qui peut s'établir à plus grande échelle. Donc ici, un film fait par Axel Hamon et Jérôme Crassou sur des mesures de réarrangement irréversibles dans des matériaux granulaires. Et donc, dans un système collectif, la déformation, les mouvements ne sont pas forcément répartis de façon égale. J'accélère un petit peu le film, mais ils peuvent venir se localiser pour former des sortes de canaux de déformation préférentielle. Et on va voir que ce type de comportement est associé à une notion d'irréversibilité. Donc, de façon très naïve, hein, qu'est-ce qui est à l'origine de la mise en mouvement? Quel est le type de mouvement qu'on va observer? Comment s'organise ce mouvement? C'est des questions très générales et qui peuvent guider pas mal de recherches. Donc, quand on parle de mouvement collectif, on peut penser aux ondes. Donc, ici, dans les cristaux, les ondes planes, longitudinales ou transverses. Donc, ces ondes correspondent aussi au mode propre de vibration de la structure cristalline. On va voir que dans des systèmes qui ne sont pas aussi ordonnés, les modes propres peuvent prendre des formes plus compliquées et ça peut avoir des conséquences sur de nombreuses propriétés physiques du système. Alors, quand on parle de mouvement collectif, on pense à plutôt une notion de propagation, de transmission de l'énergie, comme par le biais des ondes, mais on peut essayer aussi de structurer la matière pour éviter la propagation, mais plutôt stocker l'énergie et éviter la propagation de l'information. Et tout ça, ça peut se faire aussi de façon mécanique. Donc, c'est la question qui se pose dans le cadre des problèmes de discrétion acoustique, par exemple. On va chercher à transmettre le moins possible d'ondes à l'extérieur d'un sous-marin et aussi réfléchir le moins possible l'onde extérieure qui provient d'un sonar, par exemple, pour donner au sous-marin une cape d'invisibilité. Donc, il y a des technologies qui, malheureusement, datent de la Seconde Guerre mondiale. C'est le fameux revêtement type Alberich, là, du nom de l'elfe allemand, où l'énergie acoustique va pouvoir être emmagasinée dans le revêtement par le biais d'une structuration de la matière qui va empêcher soit que l'onde traverse, soit que l'onde soit réfléchie. En fait, on a une atténuation jusqu'à 15% de l'énergie incidente grâce à ce type de revêtement qui fait appel à des micro-cavités. On pourra en discuter plus tard. Et voilà. Donc, la question sur laquelle j'aimerais parler, c'est comment déclinent ces mouvements lorsque la matière est désordonnée.
Alors là, on a parlé de mouvement collectif, maintenant on va parler de désordre. Donc une assemblée désordonnée, ben, on en a plein, par exemple une foule. Ça peut être vu comme une assemblée désordonnée d'atomes, hein. Un cristal, ce serait plutôt un défilé. Là, naturellement, on va plutôt s'empiler de façon désordonnée. Et ce type d'empilement, ben, on le retrouve aussi dans la matière condensée, par exemple dans les verres. Donc ici, une vision un peu schématique d'un verre sodo-silicaté avec des canons d'ions sodium ici, donc des ions sodium un peu plus mobiles qui se retrouvent au sein d'un squelette désordonné de silice. Et donc du coup, ben, la question générale qu'on peut se poser en sortant un peu des contraintes physico-chimiques de l'objet d'étude, c'est quelle est la signature du désordre dans la réponse mécanique et peut-on imaginer une organisation collective d'origine mécanique dans un système qui est pas forcément, qui serait pas forcément un matériau solide, un système avec des interactions en général. Donc, bon, c'est un peu général hein, ce que je vais vous présenter. Forcément, hein, c'est une approche de théoricien, c'est un peu facile d'être général. Donc, du coup, un exemple précis de matériau amorphe, ben, c'est par exemple un verre métallique. Donc, un verre métallique, on en obtient maintenant, c'est un matériau qui a été finalement inventé par l'homme, puisqu'il peut être produit qu'avec un procédé particulier. Et un verre métallique massif, on peut en obtenir des échelles de plusieurs centimètres. Je vais en avoir sur mon bureau, je ne sais pas si vous le voyez, hop, comme ça, grâce à des vitesses de trempe extrêmement rapides et plus récemment grâce à des mélanges d'atomes bien choisis, donc de taille variable par exemple, pour venir empêcher la cristallisation. Alors on parle de transition cinétique vers un état solide désordonné, non pas de transition de phase. Donc l'idée c'est de partir du liquide et puis de refroidir. Et en dessous d'une certaine température, on s'aperçoit que par exemple la dilatation thermique, la façon dont le volume varie avec la température, vient saturer vers une valeur de dilatation thermique qui est tout à fait comparable à celle du cristal solide. À cette transition, la viscosité aussi vient saturer à une valeur très élevée, qui correspond vraiment à un écoulement figé, enfin un écoulement de solide, 10 puissance 13 poids à peu près. Et cette transition, elle va dépendre de la vitesse de trempe. Plus on trempe lentement, plus la transition va s'opérer tardivement et plus on va se rapprocher du cristal, plus la température effective du matériau qu'on va obtenir, une sorte de façon de caractériser le désordre, sera petite. Donc ensuite, le désordre obtenu donc, dans l'état solide, on peut le caractériser. Alors souvent, il est proche de la structure de l'état liquide, mais ça dépend des interactions. Par exemple, dans le silicium, il y a la structure dans l'état solide est très différente de ce qui se passe dans l'état solide. Et on peut le caractériser en calculant la fonction de corrélation de paire, c'est-à-dire le nombre d'atomes par unité de volume qu'on va obtenir à une certaine distance d'un atome central. Donc si on avait un cristal, on aurait une fonction de corrélation de paire qui présenterait des pics assez réguliers. Et dans le cas du matériau amorphe, en dehors du pic premier voisin, on a une atténuation et on tend rapidement vers un nombre d'atomes par unité de volume qui est égal à la densité moyenne du matériau solide. Et donc, on n'a pas d'échelle caractéristique dans ce matériau autre que la distance premier voisin, au contraire de ce qui se passe dans un cristal. Donc ici, par exemple, on a une nanoparticule de silicium obtenue à l'ILM à Lyon, avec un cristal au cœur et puis une couche amorphe qui refroidit plus rapidement en surface. Et évidemment, la fonction de corrélation de paire elle est reliée à la transformée de Fourier de facteur de structure et donc peut être mesurée expérimentalement. Ici un cristal et ici un amorphe. Donc ce type d'empilement désordonné qu'on trouve dans les verres métalliques, on le trouve aussi dans d'autres empilements désordonnés. Hein. Par exemple, dans les mousses qui sont étudiées aussi à Rennes, puisque vous travaillez sur plein de sujets. Donc, la synthèse, soit on fait un refroidissement rapide à l'aide d'une trempe sur roue qui permet d'obtenir des rubans, c'est ce qui a été fait dans les années 60, soit en mélangeant un certain nombre d'atomes, environ 5 atomes différents, eh bien, on peut avoir un refroidissement à peu près normal, à vitesse, avec des vitesses de refroidissement usuelles de quelques
dizaines de degrés par seconde et non pas de l'ordre du million de degrés par seconde comme pour la trompe sur roue, et obtenir à la fin un système qui est un matériau avec un empilement désordonné d'atomes. Voilà. C'est plus difficile pour les métaux que pour les êtres humains. Donc, les propriétés caractéristiques de ces verres métalliques, comme exemple de matériaux, ben, oui, il y a beaucoup de gens qui les connaissent à Rennes. Donc, il y a une forte dureté mécanique. C'est des matériaux qui sont difficiles à déformer de façon irréversible, difficiles à mettre en forme. Donc, on trouve ici la dureté, des valeurs de dureté qui sont supérieures aux duretés des aciers de haute résistance. Donc, c'est vraiment remarquable pour des valeurs de modules d'élasticité plutôt moins élevées. Et puis, en termes de propriétés thermiques, ben, c'est des matériaux qui vont plutôt avoir tendance à avoir une capacité calorifique plus élevée que celle du cristal de même composition. Et par ailleurs, une conductivité thermique, donc une capacité à transmettre l'énergie, à propager, enfin à transmettre l'énergie d'origine thermique, la chaleur, qui est plus faible pour le verre métallique que pour le cristal. Donc tout ça, on va en reparler tout à l'heure. Une autre propriété importante, c'est le fait que, en plus d'être dur, souvent, ces matériaux localisent la déformation plastique. Tout à l'heure, on a vu une assemblée de grains. Là, il s'agit de déformation dans un verre métallique sous un indent et on voit un peu le même type d'orientation de bande de cisaillement que ce qu'on a vu tout à l'heure dans les granulaires. Donc ici, des mesures expérimentales. Ici, des simulations numériques avec des lois de comportement ajustées pour que ça marche. Et vous avez vu aussi à Rennes que cette forme des bandes de cisaillement dépend du type du chargement. Si on fait un chargement en surface de type indentation, on ne va pas avoir la même forme de bande de cisaillement que si on fait un chargement de type rainure ou rayure sur le solide. On ne va pas avec une sollicitation, avec du frottement. Donc on voit ici que les bandes de cisaillement partent un peu du bord du contact et viennent se dérouler dessous, alors qu'ici elles partent plutôt du centre du contact et viennent vers l'extérieur. Des formes très différentes. Donc, tout ça, c'est des formes différentes d'organisation collective et de transmission du mouvement dans ces matériaux désordonnés. Ça dépend aussi de la composition. Là, à nouveau, une image prise, obtenue à Rennes, un très bel article avec des mesures tomographiques dans un verre phosphate avec des microparticules à l'intérieur, où on voit que la déformation ne vient pas se localiser au même endroit. Donc ici, en plus, il doit y avoir un début de fissure que dans le cas des verres métalliques qu'on a vus précédemment. Et si on regarde pour un même type de verre avec de l'alumine, l'influence de ce qu'on appelle les modificateurs de réseau, typiquement du pourcentage d'ion calcium qu'on vient rajouter dans la composition du verre, eh bien, on voit que si on a beaucoup d'ion calcium, alors on va l'interpréter un peu plus tard, on retrouve ces bandes de cisaillement qu'on avait dans le verre métallique, mais ici dans un verre alumino-silicate. Et si on a peu d'ion calcium, eh bien, on va plutôt avoir une densification sous un dent et donc des figures vues de dessus qui vont être très différentes. Et donc là, l'assemblée va se comprimer et ici, elle va plutôt glisser en forme de collectivités différentes qui vont glisser les unes par rapport aux autres. Donc, question très générale, hein, qu'est-ce qui peut conduire comme ça vaguement à ces propriétés à l'échelle atomique? Quel mécanisme d'organisation peut-on identifier aussi en fonction du chargement? Donc, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse à ces questions très générales en abordant 3 types de propriétés mécaniques: l'élasticité des milieux hétérogènes, la plasticité et enfin la formation de bandes de cisaillement que je différencie de la notion de plasticité et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc l'élasticité. Bon, bah, l'élasticité, alors je sais pas, je rappelle rapidement, hein, là ici pour un élastomère, ici il se trouve qu'il est amorphe, mais c'est quand même un caoutchouc, on a l'élasticité importante, on charge, on décharge, on revient à peu près au même état quand on trace les contraintes, donc les forces par unité de surface appliquées à notre élastomère en fonction de la déformation, c'est-à-dire l'allongement relatif de notre élastomère. Dans un milieu granulaire, si on comprime le milieu granulaire, ici des billes de plexiglas en contact les unes avec les autres, et qu'on observe avec des polariseurs croisés comme le fait Evelyn Kolb les contraintes à l'intérieur du milieu granulaire, on voit que les contraintes dont on parle
qu'on peut mesurer à l'échelle microscopique, en fait, elles se répartissent de façon très hétérogène à l'intérieur du milieu en formant des sortes de lignes de force. Alors, si on regarde des simulations numériques, là, des simulations qu'on a fait il y a très longtemps avec Fabien Léonfort, Joachim Wittmer, en dynamique moléculaire dans des verres de Lennard-Jones, eh bien, on a notre matériau amorphe, ici bidimensionnel. On va appliquer une force sur une petite zone ici entourée en vert, donc une force ponctuelle, pour avoir la fonction de réponse de notre système. On fixe les extrémités hautes et basses du milieu. On applique une force, on voit apparaître des sortes de lignes de force comme tout à l'heure dans les granulaires d'Evelyn-Kolb. D'accord ? En rouge, c'est les forces attractives, en noir, les forces répulsives. Donc, quand on appuie vers le bas, on va solliciter plutôt les forces répulsives en bas et les forces attractives en haut. Mais il y a un peu un mélange des deux partout parce que c'est désordonné. Et quand on regarde les déplacements qui en résultent, donc les mouvements collectifs qui en résultent, eh bien, on s'aperçoit qu'on va avoir des mouvements qui s'appuient sur ces lignes de force avec des déformations souvent importantes, là où les forces sont importantes. Et on a des mouvements qui sont caractéristiques des matériaux désordonnés, c'est-à-dire des mouvements tourbillonnaires avec une certaine longueur de corrélation à l'intérieur du système. Donc des hétérogénéités de déformation assez fortes. Alors, à gauche, on a des simulations de dynamique moléculaire, là, les simulations de Michel Samados. On voit ces mouvements collectifs. À droite, une observation sous microscope électronique à transmission sur un verre bidimensionnel. Voilà. Donc là, c'est une visualisation in situ. Le mouvement est induit par le faisceau incident d'électrons qui est de faible énergie. Et on voit ces mouvements très hétérogènes. Et ce qu'on a vu, c'est que dans la plupart des mesures de la réponse mécanique, on peut identifier, donc les simulations numériques, ça permet d'aller jusqu'à 0,1 micron. Après, ça dépend de la composition. Il peut y avoir une surstructuration qui vient s'opérer au-dessus de la structuration de base du matériau amorphe. Mais si on regarde un matériau amorphe de base, type verre de Lennard-Jones, silicium amorphe ou quelque chose comme ça, eh bien, on a essentiellement on n'a que deux longueurs caractéristiques. La taille des tourbillons qu'on a vu tout à l'heure, qui introduit une échelle mésoscopique, en dessous de laquelle on ne peut pas avoir une approche de type milieu homogène sur ces matériaux. Et puis, une échelle plus petite qui va être la taille des réarrangements les plus importants, qui va correspondre, on le verra plus tard, à la taille des réarrangements plastiques qui vont supporter la déformation irréversible dans les matériaux, qui se fait à toute petite échelle. Et selon la nature des forces d'interaction, c'est l'une ou l'autre de ces tailles qui va dominer la réponse mécanique. Alors, une façon de caractériser la réponse mécanique, c'est de mesurer les modules d'élasticité. Donc, comme c'est un matériau hétérogène, il faut mesurer les modules d'élasticité locaux. Donc, il y a plusieurs méthodes pour le faire. Il y a encore des gens qui travaillent à définir quelle est la meilleure méthode. Nous, on a utilisé la méthode inspirée de ce qui était proposé par Isaac Goldirtz et Ray Goldenberg dans les années 2000. Et l'idée, c'est d'avoir une définition coarse-grainée des contraintes à partir des forces interatomiques, une distribution des déformations, coarse-grainée des déformations à partir des déplacements atomiques, et donc avec une méthode de lissage, de coarse graining qui respecte les équations de conservation, en particulier l'équilibre des forces, voilà, et l'équation de conservation de la masse. Et dans la loi de Hooke, on suppose qu'il y a proportionnalité entre contrainte, force par unité de surface, et déformation, ou déplacement relatif, on va dire. Et cette relation de proportionnalité, elle fait intervenir 21 paramètres, dans le cas le plus général, qu'on va pouvoir mesurer en inversant ce système. Donc, on a 21 paramètres, on a 6 équations par type de déformation. En appliquant 4 déformations différentes, on récupère 4 x 6, 24 équations. On inverse un système de 24 lignes pour 21 inconnues. En fait, l'inversion est rarement exacte, donc on cherche l'ensemble de modules d'élasticité qui va le mieux permettre de satisfaire cette relation de proportionnalité. On s'aperçoit que cette relation de proportionnalité, elle n'est pas valable aux toutes petites échelles, donc en dessous de la distance de 5 distances interatomiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va correspondre à la taille du cœur des réarrangements
dissipatif, on en parlera tout à l'heure. Donc, en dessous de cette distance-là, la relation linéaire, la loi de Hooke, n'est pas valable. Au-delà d'une vingtaine de distances interatomiques, on s'aperçoit qu'en fait, on n'a pas besoin de 21 modules d'élasticité, mais que 2 suffisent et qu'on peut décrire le matériau comme un milieu homogène, isotrope. Et puis, entre 5 et 20, c'est un peu inhomogène, un peu anisotrope. Après, c'est des doses qui dépendent du détail des interactions. Et ici, on voit une cartographie type de module d'élasticité. Donc ici, la plus basse des valeurs propres de ce tenseur d'élasticité. Et on voit qu'on a des déplacements évidemment importants qui vont s'opérer dans les zones où ces modules sont faibles. Et on voit le type d'hétérogénéité qu'on a ici. Alors, si on applique ça à un verre sodo-silicate, comme on l'a fait avec Gergely-Molnar par exemple, on s'aperçoit que quand il y a peu de silicium dans un verre sodo-silicate, on va plutôt avoir beaucoup de sodium. Et là où il y a beaucoup de sodium, il y a beaucoup d'ions mobiles. Donc, il y a des déplacements qui sont des déplacements relatifs qui sont plus importants qu'ailleurs dans le système. Et donc, on va avoir des modules d'élasticité plus faibles. Et c'est vrai pour les modules de cisaillement. Donc, quand il y a beaucoup de sodium, on va avoir tendance à favoriser le cisaillement. Mais c'est vrai aussi pour les modules de rigidité, parce que ce soit en compression ou en cisaillement, en fait, la mobilité du sodium par rapport au squelette covalent de silice, iono-covalent de silice, fait que en fait, les modules sont plus faibles, toujours là où il y a du sodium. Et qui dit module faible, dit zone où on va se déformer facilement, et donc potentiellement où on pourra induire plus facilement de la déformation plastique. Alors, la déformation plastique, on en parlera tout à l'heure. Je voudrais dire encore quelques mots sur la réponse élastique. Je vois que le temps passe vite. J'aurai peut-être pas tout le temps de tout vous montrer. Et donc, une façon de caractériser la réponse élastique, c'est l'équation que je mets ici. C'est une équation de Newton, l'équation du mouvement. Eh bien, c'est de regarder les modes propres de vibration du système. Donc, les ondes planes de tout à l'heure pour les cristaux. Et donc, les modes propres de vibration, on les obtient en diagonalisant la matrice dynamique, la matrice des dérivées secondes de l'énergie, avec un 1 sur racine de MI, MJ, où M, c'est la masse des atomes. Et les valeurs propres vont nous donner les fréquences propres de vibration. Donc, en fait, dans les matériaux amorphes, on sait que maintenant, et ça avait déjà été mentionné par Allen et Feldman dans les années 90, il y a en fait 3 types de vibrations, de modes propres de vibration. Donc, on a des vibrations à basse fréquence qui ressemblent principalement aux ondes planes, avec éventuellement une sorte d'accrochage sur les zones de faible module d'élasticité, en particulier quand la longueur d'onde de cette onde plane devient comparable à la taille des vortex qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est ce qu'on appelle les modes mous, parce que si on déforme le matériau, c'est surtout ces zones-là qui vont supporter la déformation. On peut toujours décomposer une déformation sur les modes propres de vibration. Et donc, du coup, c'est potentiellement là que va se produire la déformation plastique. Après, il y a plusieurs modes mous qui peuvent être en compétition, donc il faut savoir lequel va gagner, et ça, c'est pas facile à identifier, mais bon, typiquement, c'est ça, une onde plane avec une hétérogénéité de déformation, mais essentiellement une onde plane. Et donc, si on envoie un paquet d'ondes, cette onde plane va transmettre l'information. Ensuite, des modes qui ne ressemblent plus du tout à des ondes planes. Donc, c'est comme si on avait des ondes planes qui auraient été diffusées de façon multiple sur le désordre. Et puis, éventuellement, dans certains cas, dans des gammes de fréquences très réduites, des modes localisés qui ont une structure multifractale et qui vont venir allumer des déplacements ponctuels dans le matériau avec une forme multifractale et qui vont venir absorber l'énergie et qui ne vont plus la transmettre. Donc, voilà. Donc ça, c'est commun vraiment à tous les matériaux désordonnés. Je vous ai montré des simulations sur du silicium amorphe. Sur la silice, on retrouve le même type de structure. Après, on peut imaginer des structures un petit peu plus complexes. Souvent, les verres métalliques, ils peuvent avoir une phase intermédiaire avant de devenir amorphe qui est quasi cristalline. Donc, les quasi-cristaux, ils ont été découverts dans les années 80. Donc, c'est des phases naturelles, mais avec des formes un peu complexes, où il n'y a pas la régularité du cristal.
Donc, en étudiant les modes propres de vibration d'un réseau de poutres quasi cristallin, donc ici on sort de la matière condensée, on regarde plutôt des matériaux architecturés, on peut faire le même type d'analyse et on trouve potentiellement des modes de vibration un peu inattendus qui viennent se localiser sur des motifs de faible rigidité, qui sont des motifs étoilés ici, à basse fréquence. Et à haute fréquence, il peut y avoir au contraire des modes de vibration de beaucoup plus grande taille, parce que dans ces matériaux, on peut faire sortir des sous-structures qui sont en fait beaucoup plus rigides que le reste du matériau et qui vont venir emmagasiner l'énergie pour des fréquences de vibration très élevées. Alors qu'on aurait plutôt tendance à imaginer que plus on augmente la fréquence de vibration, plus on va venir localiser la vibration. Voilà. Donc juste pour dire que finalement, dans les matériaux amorphes, les réponses collectives sont parfois souvent plus simples que dans d'autres structures. Et du coup, quand on regarde la propagation des ondes, à basse fréquence, les propagons, fréquence intermédiaire, les diffusons, ici, qu'on voit se propager sur la gauche, avec toujours ces tourbillons qu'on retrouve. Ici, les locons, donc qui correspondent à une localisation acoustique dans le matériau. Eh bien, on va voir que l'énergie va être transportée de façon différente selon la fréquence à laquelle on va solliciter le matériau. Donc, si on sollicite le matériau à une fréquence, ici, on envoie un paquet d'ondes au cœur du matériau à une fréquence où on a essentiellement des ondes planes. Comme le matériau est inhomogène et que l'onde plane n'est pas un mode propre de vibration, eh bien, l'onde plane va un peu se déformer. Une partie de l'énergie envoyée sous forme d'onde plane va être renvoyée en arrière. Et donc, dans la direction de propagation, l'énergie de l'onde va diminuer. En fait, ce n'est pas que l'énergie totale diminue, parce que ces simulations, elles ont été faites à énergie constante. C'est que dans la direction de propagation, l'énergie diminue parce qu'il y a une partie de l'énergie qui est renvoyée en arrière. Pas compliqué. Mais du coup, cette atténuation exponentielle permet d'identifier un libre parcours moyen dans le matériau. Si on est à des fréquences proches de celles des diffusons, eh bien on voit qu'ici, il y a éventuellement une partie onde plane qui reste, mais il y a beaucoup d'énergie qui reste en arrière et qui va donner naissance à un aftershock qui va se propager beaucoup plus lentement. Et là, plutôt que d'identifier un libre parcours moyen, on peut caractériser le transport d'énergie mécanique par la diffusivité de l'énergie cinétique. Et puis, dans le cas des locons, plus rien n'est transmis. Donc, une assemblée désordonnée peut très bien transmettre l'énergie d'origine acoustique, comme elle peut l'absorber complètement et refuser de la transmettre, ce qui peut être intéressant dans certaines applications. Mais évidemment, ces différents comportements, souvent, ils coexistent, mais à des fréquences différentes. Donc ensuite, il s'agit de jouer sur la microstructure pour venir soit étendre la gamme de ces différents régimes, soit au contraire, simplement jouer sur la fréquence d'excitation pour venir se placer dans l'un ou l'autre de ces régimes. Alors ça peut être utilisé aussi pour remonter de façon théorique à la conductivité thermique, ou plutôt à la contribution des phonons, des vibrations, à la conductivité thermique dans le matériau, c'est-à-dire au transport diffusif de chaleur dans le matériau. Donc, dans le régime balistique, on peut remonter à la conductivité thermique en combinant la capacité calorifique, la vitesse de l'onde, le libre parcours moyen qui vient de l'atténuation ici exponentielle, et puis la densité d'état quand on fait une intégrale en fréquence. Et puis, on peut calculer la contribution diffusive à la conductivité thermique en introduisant la diffusivité, c'est-à-dire la façon dont l'excitation initiale s'élargit. Voilà. Donc, si on fait ça... Le nom d'une... Comment s'appelle cette méthode, c'est ça? C'est ça. C'est mienne, non? Il y a une conférence d'Anne Tanguy qui est diffusée, mais je l'ai ratée depuis une demi-heure. Il y a Pierre qui a laissé son micro, je ne sais pas si... J'arrive. Si je continue ou pas? Arnaud, je pense que... Je vous ai présenté... Anne, tu m'entends? Si on utilise... Oui, oui, oui. Là, ça doit aller normalement. Oui, je t'entends. Oui, c'est bon. Ouais, nickel.
Donc, si on utilise la formule que je vous ai montrée tout à l'heure pour passer des vibrations qui, a priori, s'opèrent dans le régime harmonique, élastique, à la conductivité thermique, eh bien, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, on montre que la contribution balistique va saturer parce qu'à partir d'une certaine fréquence, les modes ne peuvent plus être transmis sous forme d'ondes propagatives, mais sont diffusés de façon multiple sur la structure désordonnée dans le matériau. Donc, la contribution balistique à la conductivité thermique sature, ce qui fait apparaître un plateau. Par contre, c'est une contribution qui domine à basse température, puisque c'est les basses fréquences qui dominent sur la conductivité thermique à basse température, et la dépendance en température, à peu près en T au carré, un peu différente. Bon. En fait, ça provient de la dépendance particulière du libre parcours moyen, donc l'atténuation d'ondes dont je vous parlais tout à l'heure dans le régime balistique, en fonction de la fréquence, qui a une dépendance aussi caractéristique en fonction de la fréquence, qui n'est pas, c'est pas une constante, ça dépend de la fréquence. Et c'est ça qui fait apparaître un régime, une dépendance en température un peu particulière ici à basse température. Ensuite, il y a un plateau qui provient de la saturation, ici de la contribution balistique à la conductivité thermique. Et à plus haute température, c'est la contribution diffusive qui va prendre le relais. Et ce type de comportement n'est pas sans faire penser aux résultats expérimentaux ici qu'on voit mesurés dans l'amorphe et qui diffèrent grandement du cristal. Il se trouve que dans le cas du silicium amorphe, ça marche pas mal quantitativement, ce type de description. Donc, je ne sais pas trop ce que j'ai le temps d'aborder un peu maintenant, parce que je vois que le temps passe assez vite. Ça fait à peu près 35 minutes que je parle. Je vais quand même avancer un peu sur la plasticité. Donc, la plasticité, bon, ouais. La plasticité, bon, ça, c'est juste un film pour rappeler ce que c'est que la plasticité. C'est ce qui permet de fabriquer des trombones. Voilà, hop, un gros coup. Et puis après, bon, là, on l'a coupé. Mais du coup, ça permet d'induire des déformations irréversibles dans le matériau. Donc, pas comme l'élasticité qui va être associée aux vibrations. Mais là, c'est une déformation irréversible dans le matériau. Donc, dans le cas des cristaux, la plasticité est associée à l'émergence de défauts linéiques, des dislocations, donc des défauts d'empilement qui apparaissent dans le matériau. Ici, on voit qu'on a 3 colonnes d'atomes et il n'y en a plus que 2 ici. Donc ça, c'est dans le silicium cristallin. Dans les verres, il y a aussi une réponse plastique qui s'opère à petite échelle. Le verre n'est pas si cassant qu'on le croit. Il y a une réponse plastique qui s'opère à petite échelle. Vous voyez ici qu'on déforme plastiquement un micropilier. C'est Guillaume Guermouche et Étienne Bertel qui ont fait ça sans le casser. Et si on regarde la réponse atomique lorsqu'on fait des simulations numériques dans un matériau amorphe, ici du silicium amorphe par exemple, simulation de Tristan Albaré, eh bien on voit que la réponse élastique, elle est seulement pour des toutes petites déformations, qu'ensuite on voit une localisation de la déformation ici qui vient s'opérer dans les petites zones qu'on avait aperçues tout à l'heure. Et ces zones peuvent être soit de façon répartie dans le matériau, soit venir s'aligner le long de bandes de cisaillement. Alors, ces petites zones, elles font penser aux Shear Transformation Zones de Argon, et elles font aussi penser à la description des déformations plastiques au cœur d'une sphère qui a été proposée par Eshelby dans les années 50. Et donc, on imagine ici une zone à l'intérieur du matériau, pour une rigidité à peu près équivalente, une zone où on aurait simplement une déformation plastique résiduelle, mais sur un volume fini. Et en fait, si on analyse les simulations de tout à l'heure sur le silicium amorphe, en identifiant les zones où se produisent les réarrangements plastiques, qu'on voit, là, on voit un champ de déplacement ici dans le matériau amorphe, ici on voit le champ de contrainte autour du réarrangement plastique. On peut aller chercher les maxima locaux de déplacement pour venir identifier le cœur des réarrangements, regarder comment ça décroît dans l'espace, retrouver la décroissance caractéristique des déformations, des déplacements ou des contraintes qui résultent du calcul milieu continu de Eshelby, et identifier du coup non seulement le volume du réarrangement, mais aussi la déformation propre de l'inclusion d'Eshelby, epsilon étoile, qui va caractériser l'énergie mécanique
emmagasinés au cœur de l'inclusion des Shelby. Et on s'aperçoit qu'avec cette description assez simple, à condition de bien venir identifier numériquement les zones où ces réarrangements plastiques s'opèrent, en fait, on peut reconstituer la loi de comportement du matériau, simplement en soustrayant à la réponse élastique du système eh bien, les contraintes qui sont stockées à l'intérieur de ces réarrangements plastiques. Donc, ces contraintes ici, elles sont en rouge. Si on fait la courbe bleue élastique moins la somme des contraintes stockées dans les Shelby en rouge, eh bien, on retrouve la courbe noire qui est exactement la loi de comportement qu'on mesure par ailleurs en mesurant simplement les contraintes en fonction de la déformation imposée. Et donc, on voit, voilà. Et donc, pour caractériser l'origine d'écoulements plastiques, il faut comprendre où viennent se positionner ces zones. Alors, expérimentalement, sur la silice bidimensionnelle, ce type de cisaillement local, donc c'est très localisé, a été observé. Ça ressemble à des événements T1 dans des mousses, sauf qu'ici, c'est dans un verre de silice, donc à toute petite échelle. Alors, on peut faire le même type d'analyse dans des verres sodo-silicates, donc on observe la même chose, et on peut reconstituer de la même façon la loi de comportement et regarder la façon dont ça dépend de la composition. Donc, en fait, ce qu'on voit typiquement, c'est que le nombre de ces zones va être proportionnel à la densité de sodium en fait qu'on a dans le matériau, mais que la taille de ces zones va dépendre des conditions générales d'application de la sollicitation mécanique, typiquement la pression à laquelle est soumise le matériau. Voilà. Donc après, on peut reconstituer la réponse et on voit que ça dépend donc de la composition et puis de la pression. Ici, ce qu'on a, c'est les courbes de charge, c'est-à-dire les zones ici donnent la limite d'élasticité correspondant à un type de déformation résiduelle, soit en densification, soit en cisaillement. Voilà. Et donc, on voit que quand on a peu de sodium, on va avoir plutôt de la densification et que plus on rajoute du sodium, plus c'est le cisaillement qui va dominer, enfin qui va être prioritaire sur l'écoulement. Et le passage de l'un à l'autre par contre, n'est pas facile à prédire. Mais c'est l'explication. Ouais. Alors, 5 minutes sur les bandes de cisaillement pour terminer, puisque j'avais parlé de ça au début. Donc, à nouveau, voilà, la formation de bandes de cisaillement, elle va résulter de l'organisation spatiale de ces réarrangements localisés. Comment ça se fait que des réarrangements localisés initialement diffus peuvent éventuellement venir se concentrer le long de bandes qui, du coup, vont être des canaux préférentiels de déformation, le reste de la société de billes ou d'atomes restant égale à elle-même, figée, et toute la déformation, toute l'évolution de cette assemblée se concentrant sur des canaux préférentiels de déformation qui ont des jolies formes au début et puis qui ont des formes qui se simplifient après. Alors évidemment, c'est un processus collectif un peu compliqué. Et puis voilà, ça me pose des questions sur les comportements collectifs de manière générale. Donc les modèles, il y a beaucoup de propositions de modèles mésoscopiques qui ont été faits dans les années, dans les 30 dernières années. Donc il y a un très bon article de revue d'Alexandre Nicolas sur ces modèles mésoscopiques d'ailleurs. L'idée, c'est d'identifier les déformations, de dire que la déformation va être portée par des réarrangements localisés et de regarder les conséquences sur les contraintes, sur l'évolution des contraintes de ces déformations localisées. Et en faisant une hypothèse sur la distribution, sur l'évolution des seuils qui vont conduire à l'émergence de ces déformations localisées, essayer de regarder comment, au fur et à mesure que ces déformations s'accumulent, elles peuvent éventuellement conduire à des alignements. Alors, des alignements, on peut en voir. Ici, on voit ces inclusions des Shelby sur un modèle mésoscopique simulé par Damien Van Den Broek et son équipe. On peut voir des alignements qui s'opèrent progressivement. Pourquoi? Parce que on voit bien qu'à 45 degrés, c'est là qu'on va avoir des reports de contraintes et de déformations les plus importants. Il y a une anisotropie qui est induite par la forme même des contraintes qui résultent de l'émergence d'inclusion des Shelby, et donc qui vont faire sortir des lignes privilégiées de réarrangement. Par contre, ces lignes, en général, elles bougent tout le temps. Alors, ce qui a été montré, c'est que souvent, on a des sortes de tissages qui s'opèrent et qui font penser à un mécanisme universel, indépendant du chargement, qu'on peut caractériser en utilisant les outils
de phénomènes critiques et en les comparant à l'émergence d'une percolation dirigée d'inclusion des Shelby qui prend place au sein du système du fait de l'anisotropie de la réponse mécanique induite par ces réarrangements très localisés. Pourtant, si on change le mode de préparation du verre, typiquement si on diminue sa température effective ou qu'on augmente son vieillissement, qu'on va le rendre plus stable, eh bien, au cours de la déformation, soit on va avoir des tissages qui sont diffus, type phénomène critique, soit on peut éventuellement voir une localisation sous forme de bande permanente. Mais ça dépend de la façon dont le verre a été préparé. Alors, si on s'amuse à jouer, par exemple, sur le désordre qu'on va mettre sur les seuils en déformation qui vont être à l'origine de l'émergence de réarrangement localisé et qu'on applique ici un contact de type Hertz dans le solide, normalement, on devrait avoir une déformation très importante, à peu près pour un coefficient de Poisson de 0,3. On a une déformation qui est maximum à peu près 0,48 fois la taille de la zone de contact. Donc, on s'attendrait à avoir de la plasticité sous le contact. Or, souvent, on voit la plasticité qui part du bord. Donc, ça dépend de la façon dont l'indent interagit avec la surface du verre métallique. Donc, si on a du frottement ou de l'adhésion, on va plutôt favoriser une plasticité qui part du bord. Et après, la forme de l'alignement de ces échelbilles va dépendre énormément du désordre qu'on met dans le seuil. Donc, si on a peu de désordre, on va plutôt voir ces bandes qui continuent à se déchirer ici. Si on a beaucoup de désordre, au contraire, on va noyer les effets de surface et on va plutôt tendre, mais avec beaucoup de bruit, vers une déformation qui va se prendre place sous l'indent. Et si on a une valeur de désordre intermédiaire, où le désordre induit par la réorganisation au sein de la matière atteint des niveaux de déformation comparables aux variations de déformation qui sont dues au type de chargement qu'on a dans le matériau, donc avec des déformations fortes ici et plus faibles ici, eh bien, on peut voir apparaître ces bandes de cisaillement un peu courbes qui sont ici. Donc voilà, ça fait du coup un mécanisme qui dépend beaucoup à la fois de la caractérisation du système, le désordre intrinsèque, qui dépend aussi des effets de surface, frottement ou pas, et qui va dépendre aussi du mode de chargement. Alors ça, c'est des simulations numériques dans des verres métalliques qui ont été faites par Kirsten Alb de façon très extensive, qui a montré que si on avait des surfaces libres, on va aller favoriser la formation de bandes de cisaillement permanentes qui sont initiées à la surface du matériau. Si on augmente la température, on va plutôt avoir tendance à noyer ces bandes. Et si on augmente la vitesse de déformation, on va aussi avoir tendance à noyer ces bandes. Et de même, les simulations de Eric Homer ont montré que pour avoir une bande de déformation permanente, il fallait faire appel à un mécanisme d'adoucissement avec un auto-entretien de la naissance de défauts type volume libre en fonction de la déformation plastique localisée. Et qu'en l'absence de ce type d'effet d'auto-adoucissement, en général, on finit par noyer les bandes. Voilà. Donc, bon, on peut avoir je vais passer là-dessus, on peut reconstruire une sorte de diagramme où on va plutôt favoriser la formation de bandes de cisaillement permanentes ou non. Et donc, tout ça pour dire que la formation de bandes de cisaillement, j'aurais tendance à la séparer de la notion de plasticité parce qu'il ne suffit pas qu'il y ait de la plasticité. Il y a aussi beaucoup d'effets tels que nucléation extrinsèque ou intrinsèque de la déformation, tels que émergence ou non de défauts qui vont entretenir le fait de favoriser une bande de déformation à un endroit, une bande de cisaillement à un endroit dans le système plutôt qu'à un autre. Et c'est voilà, c'est un mécanisme qui est qui fait pas simplement appel à de la plasticité, mais qui fait aussi appel à une forme d'endommagement. Voilà, donc je vais conclure là. Donc j'ai 10 minutes de trop.
Donc, on a parlé dans cet exposé d'élasticité, de plasticité et de formation de bandes de cisaillement, qui sont 3 types d'organisations collectives qui peuvent prendre place dans un système désordonné. Donc, dans le cas de l'élasticité, on a vu qu'on avait des mouvements collectifs induits par le désordre qui pouvaient conduire à des mécanismes de stockage de l'énergie dans le système, que dans le cas de la plasticité, qui dépendent de la fréquence, que dans le cas de la plasticité, on avait plutôt des réarrangements qui étaient très localisés et qui conduisaient à des matériaux qui sont durs, donc des matériaux finalement plus difficiles à changer, moins malléables que les matériaux ordonnés. Et puis, dans certains cas, on voit apparaître des bandes de cisaillement permanentes qui vont être des canaux préférentiels de déformation, le reste de notre assemblée d'atomes étant peu touché par la déformation, donc des canaux préférentiels de déformation qui est plutôt à relier à la notion d'émergence de défaut, à la notion de concentration de défaut et donc éventuellement d'endommagement au sein du matériau. Voilà, pour simplifier. Donc voilà quelques résultats. Et je suis prête à répondre à vos questions. Bien, merci beaucoup Anne, c'était vraiment très très bien. Je pense que le timing est bon, hein. Non, tu as commencé à 12h20, il est 1h05, donc ça fait 45 minutes. On a du temps pour poser quelques questions. Alors, il y en a dans le chat. Bertrand, est-ce que tu m'entends ou est-ce que tu peux la poser ou est-ce que tu es avec Eric dans la même pièce et donc parce qu'il m'a envoyé des questions mais ils ne sont pas connectés, donc est-ce que je la lis pour toi, Bertrand, la question? Je suis chez moi, je peux poser la question si tu veux. Vas-y. Merci pour cette très belle présentation, très pédagogique. Oui, vous avez fait mention des quasi-cristaux et effectivement, ce caractère amorphe, mais avant tout, un quasi-cristal, c'est un cristal qui est périodique dans des espaces de dimension supérieure à 3. Donc ma question était de savoir comment peut-on utiliser cette propriété du quasi-cristal pour mieux comprendre les modes collectifs dans un système amorphe. En fait, les quasi-cristaux et les systèmes amorphes, c'est quand même assez différent, même si de fait, expérimentalement, les deux sont reliés, parce que souvent on a des phases quasi-cristallines avant d'obtenir une phase amorphe. Mais la réponse vibratoire, elle est très singulière dans les quasi-cristaux. Donc, c'est un peu difficile de partir du quasi-cristal pour comprendre l'amorphe. L'amorphe est beaucoup plus simple que le quasi-cristal. Par contre, il y a quelque chose qui est commun, c'est que dans le quasi-cristal, il y a des domaines qui sont mous. Donc, un peu comme les modes mous dans le matériau amorphe. Donc, les petites étoiles que je vous ai montrées tout à l'heure dans le quasi-cristal, ça fait un peu penser au mode mou. Alors, je dis un peu parce que c'est quand même pas tout à fait pareil, parce qu'ils sont à une fréquence bien définie, alors que les modes mous de l'amorphe, eh bien, quand on s'approche d'une instabilité plastique, la fréquence du mode mou dans l'amorphe va diminuer. Alors que dans le quasi-cristal, on a des vibrations ici localisées qui sont dues au fait que ces étoiles, elles ont une rigidité plus faible que le reste du système. Et en fait, on peut retrouver ces vibrations localisées en isolant l'étoile du reste du système et en mettant ici des conditions de bord rigides au bord de l'étoile. Et le résultat, c'est que on peut avoir des chemins d'endommagement qui sont tortueux, comme pourraient l'être ces chemins d'endommagement dans les amorphes. Ici, c'est des simulations numériques où on a une préfissure dans un quasi-cristal. On voit que la réponse mécanique, l'énergie mécanique stockée dans le quasi-cristal, elle n'est pas homogène, elle est très hétérogène. Et elle fait apparaître ici des fortes hétérogénéités. Et donc, la fissure, elle va avoir tendance à suivre ces hétérogénéités et donc à contourner des motifs du quasi-cristal. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire sur les quasi-cristaux parce que je ne suis pas une spécialiste. On avait juste regardé ces réseaux de poutres par curiosité et on a vu que ce type d'interprétation marchait bien. C'est-à-dire que le fait que l'énergie mécanique soit stockée essentiellement dans des petites zones dans le quasi-cristal, ça venait guider
aussi les zones où l'endommagement s'opérait dans le quasi-cristal. Voilà. Après, est-ce qu'on peut partir d'une analyse de type cristalline en dimension 5, par exemple, pour prédire des propriétés en dimension 3? Je ne sais pas. J'ai pas du tout réfléchi à ça et j'ai pas regardé la biblio là-dessus. Donc, je ne sais pas. La logique, je la vois dans cette hétérogénéité qu'on observe là. Ouais. Ouais. Alors, il y avait une question d'Éric Collet, mais qui n'a pas de micro, qui regarde sur une télé. Donc, je la lis pour lui. C'est la première fois que je passe à la télé. Hein. Voilà. Il se demande est-ce que ce type d'étude peut s'étendre à des matériaux présentant des transitions de phase associées à des variations de volume ou de symétrie, afin d'étudier la croissance d'une phase dans une autre, dans un cristal par exemple. Ce type d'étude, disons que les outils qu'on utilise là pour étudier la réponse mécanique à petite échelle, on peut les transposer à n'importe quoi. Enfin, voilà. Je pense que c'est quand tu parlais quand tu avais ton inclusion là dans lequel il y avait localement une variation enfin il y avait une déformation locale. Et donc c'était effectivement voir est-ce que ça peut se transposer à des transitions de phase associées à des variations locales d'un volume ou des choses comme ça. Je pense que voilà. Je parle pour Eric, et donc peut-être que La seule chose, c'est que la transition de phase, elle est hors équilibre et que nous, en général, on regarde des systèmes, on regarde la réponse du système autour de l'équilibre et la façon dont ça sort de l'équilibre, mais je ne sais pas, bonne question. En tout cas, les outils d'analyse, calcul de contraintes ou de déformation à différentes échelles, voilà, ça, c'est des outils qu'on peut utiliser sur n'importe quel système. Pour passer à un réseau de poutres, on a dû les adapter un petit peu, mais c'est tout à fait adaptable à n'importe quel type de système à partir du moment où on connaît les interactions entre les systèmes. Après, pour la réponse hors équilibre, c'est un peu particulier parce que nous, pour l'instant, on s'est contenté du transport d'énergie, mais on n'a pas été regarder des réponses hors équilibre plus compliquées que ça. Ouais. Alors, je donne la parole à Isabelle Axel. Elles sont ensemble, je pense, et elles ont une question. Isabelle, tu peux te connecter? Vous m'entendez là? Ouais. Oui. C'est bon. Bonjour Anne, merci pour la présentation. Moi, j'ai une question plutôt sur la dernière partie, sur les bandes de cisaillement. Vu que du coup, ce sont des simulations numériques, et donc, est-ce qu'on est capable de savoir c'est quoi finalement l'endommagement dans ce cas-là, dans les simulations? C'est quoi la nature de l'endommagement? Oui, et ben en fait, dans le cas du silicium amorphe, c'est facile. On peut jouer, j'ai vu que Laurent Pizzagalli était pas loin, on peut jouer sur le type d'interaction, par exemple, qu'on met pour décrire les interactions interatomiques dans le silicium amorphe. Donc, jouer sur, en particulier, le terme à 3 corps, donc le terme de rigidité de flexion entre la liaison covalente dans l'hybridation sp3 autour des atomes de silicium. Et selon la valeur qu'on choisit pour ce terme à 3 corps, qui n'est pas forcément facile à choisir, parce que finalement, selon les propriétés qu'on cherche à reproduire entre la théorie et l'expérience, on n'a pas forcément intérêt à choisir toujours la même valeur. C'est un peu spécial, mais c'est des descriptions schématisées des interactions, quoi. Donc le problème, c'est dans le terme schématisé. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on joue sur ce terme à 3 corps, pour avoir des bandes de formation, des bandes de cisaillement permanentes, on voit qu'on se situe pour des valeurs de terme à 3 corps, pour une valeur de pression donnée au moment où on fait le cisaillement, qui fait apparaître des défauts de coordinance, donc une accumulation de défauts. Donc, par exemple, avoir que 3 voisins, ou plutôt avoir 5 voisins autour d'un silicium, au lieu de 4 pour l'hybridation sp3. Une accumulation beaucoup plus importante de défauts que la moyenne dans les bandes de cisaillement. Et que la bande de cisaillement, elle devient permanente quand on a une accumulation de défauts à l'intérieur de la bande de cisaillement qui est beaucoup plus importante que la moyenne. Et à partir du moment où on a vraiment une différence dans la densité de défauts, eh bien, on a un auto-entretien de cette bande de cisaillement.
Après, alors ça rejoint. Ouais. Ouais, et en fait, il y a une question qui est connectée, peut-être que tu peux répondre en même temps. C'est une question de François Ladieu. François, je ne sais pas si tu peux mettre ton micro. Ici. Bonjour Anne, merci pour ce très bel exposé. J'ai une question vraiment de béotien. Quand on a fait des bandes de cisaillement, est-ce qu'on peut faire en sorte, par une sollicitation bien choisie, que le matériau guérisse? Perdre sa bande de cisaillement, ben, recuit. Mais si on revient, si on arrête la sollicitation, il fait quoi? Il reste dans un état irréversiblement différent de l'état initial ou il se, oui. il se recolle? Si la bande de cisaillement est permanente, en général, il y a quelque chose qui a changé au niveau de la structure à l'intérieur de la bande de cisaillement. Si la bande de cisaillement est permanente. Donc, si on a été assez loin dans le cisaillement, on ne revient plus à l'état initial. Il n'y a plus moyen. Enfin, il n'y a plus moyen, à moins de recuire tout et de recommencer tout, quoi. Oui, enfin, oui. On peut repartir en arrière, mais je ne pense pas que ça va annuler, les effets structuraux. Ouais. Après, il y a la déformation plastique dite entre guillemets réversible, le fait qu'on a des déformations avec une dissipation d'énergie, mais où on retrouve à la fin la structure initiale. Ça a été observé dans des mousses ou dans des colloïdes, mais c'est pour des petits réarrangements. D'accord, ok. Merci. Mais voilà, c'est pour ça que ça me paraissait connecté à ce que tu expliquais sur la notion de bande de cisaillement permanente ou pas. Alors, il y a encore deux questions. J'en vois deux. Non, il y en a trois. Donc, Jean-Christophe qui demande, Jean-Christophe, tu le dis toi-même ou vas-y. Oui, pardon. En fait, je me posais la question de savoir que se passe-t-il si tu rajoutes des phénomènes dépendants du temps, type viscosité macroscopique, mais en tout cas en local. Est-ce que tu as regardé des choses de ce type-là? En fait, du coup, alors, la viscosité, déjà, elle existe. On n'a pas besoin de la rajouter. C'est-à-dire que le fait qu'on ait ces hétérogénéités dans la réponse vibratoire du système, si on imagine simplement une dissipation qui existe dans la matière condensée, donc ça c'est pour la matière condensée, hein, donc l'amortissement tout simple qui est relié au temps caractéristique d'amortissement là de 10-13 secondes, qui peut avoir plein d'origines différentes, par exemple des problèmes d'excitation électronique transitoire. Voilà, il y a plein d'origines à ces temps de relaxation de 10-13 secondes. On ne peut pas s'en passer en général quand on a des atomes. Si on ajoute une petite dissipation qui a cette origine-là et qu'on tient compte du fait que la réponse vibratoire elle est hétérogène, on retrouve du frottement interne. Donc ça, c'est un travail qu'on avait fait avec David Rodney. Et on peut relier ce frottement interne, donc cette viscosité apparente à grande échelle avec un module G seconde et un module G prime, au fait que on va induire une réponse particulière en contrainte dans le système du fait qu'on a des hétérogénéités dans la réponse vibratoire. Je pourrais bon. Donc, avec une toute petite dissipation à petite échelle et juste en tenant compte des hétérogénéités dans la réponse vibratoire, on s'aperçoit que dans la réponse mécanique qu'on va mesurer pour des sollicitations traditionnelles d'expérience de rhéologie avec une sollicitation à basse fréquence, eh bien, on retrouve quand même une viscosité apparente. Donc, la viscosité, elle est présente dans nos systèmes. Voilà. Aussi, la réponse mécanique, elle dépend aussi de la vitesse de déformation, ce qui montre bien qu'on a une forme de viscosité dans le système.
Donc là, j'en ai pas parlé, mais voilà, il y a une réponse qui dépend du taux de déformation. Le seul slide où ça apparaît, c'est celui-là, où on voit que selon le taux de déformation, donc ici, un taux de déformation plutôt faible en dynamique moléculaire, ça paraît gigantesque, mais ça dépend de l'échelle de longueur, ça dépend de plein de choses. D'accord? Parce que comme on a des petits systèmes, on a forcément tout de suite potentiellement des déformations importantes et des taux de déformation importants. C'est plus facile, même expérimentalement, d'imposer des taux de déformation très importants sur des systèmes microscopiques que sur des systèmes macroscopiques. Enfin, vous savez bien. Donc, pour des petits, entre guillemets, taux de déformation, donc petits pour les échelles qu'on considère, eh bien, on va avoir une réponse mécanique qui est différente de ce qui se passe pour des grands taux de déformation. Donc ça, c'est des simulations de Kirsten-Albé, et les nôtres sur le silicium amorphe, elles vont dans le même sens. C'est-à-dire qu'un taux de déformation important va plutôt avoir tendance à homogénéiser la réponse mécanique parce qu'à multiplier les sources de déformation, les sources de réarrangement. Je ne sais pas si... Voilà. Donc, on n'a pas besoin de rajouter une autre viscosité. La viscosité, en fait, elle est présente. J'en ai pas parlé dans cet exposé, mais elle est présente, la viscosité. Et après, il y a, à basse fréquence, il y a aussi une viscosité qui est due à des effets anharmoniques. Enfin, voilà. Donc, à haute fréquence, le mécanisme dont je parlais sur le fait qu'on avait une viscosité apparente qui était due au fait que la réponse mécanique était hétérogène, eh bien, à basse fréquence, cette interprétation, elle doit être remplacée par une viscosité apparente qui est plutôt dominée par le fait qu'on a des mécanismes à deux niveaux ou des franchissements de barrières d'énergie, enfin des effets anharmoniques. Voilà. Donc la viscosité, elle est présente, ouais, on peut. Voilà, la viscosité. Mais bon, là, j'en ai pas parlé du tout, ouais. Il nous reste deux, enfin, il y aurait plein de questions. Il y en a deux en tous les cas là qui sont là. Jérôme, tu as un micro? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Ouais. Ouais. Bonjour Anne, bon merci pour la conférence. J'avais une question là sur les bandes de cisaillement. Tu as dit que c'était détectable par acoustique. Alors c'est détectable par acoustique parce que la densité n'est pas la même, parce que le module Young n'est pas le même. Et si je peux compléter la question, il y a quand même des systèmes, par exemple les milieux granulaires à friction microscopique nulle, qui montrent des bandes de cisaillement sans changement de densité, et pour autant qu'on regardait les gens sans changement des répartitions de contact. Donc est-ce qu'on peut imaginer des bandes de cisaillement finalement qui n'ont aucune signature acoustique? Oui, alors déjà, dans les cristaux, les dislocations qui induisent pas de changement de densité, dislocations vis, elles sont mesurables acoustiquement. Enfin, il y a des gens qui l'ont fait, en particulier l'équipe de Fernando Lund au Chili a pu mesurer des densités de dislocation avec des méthodes acoustiques qui sont basées sur l'interprétation de calcul de diffusion d'ondes acoustiques que tu dois bien connaître. Ouais. Donc, en fait, ça, c'est pas basé sur un changement de densité, c'est basé sur la présence d'une déformation résiduelle qui va contribuer à diffuser l'onde acoustique. D'accord. Et donc, quand on a une inclusion des Shelby, c'est pareil. En fait, on a une déformation résiduelle et on peut, là du coup, on a fait le calcul avec Fernando Lund justement, on peut faire pareil. En fait, cette inclusion des Shelby, c'est un peu comme une boucle de dislocation. Et donc, elle va aussi diffuser l'onde acoustique, a priori. Sauf que dans les amorphes, il y a l'inclusion des Shelby et puis il y a l'environnement qui est hétérogène élastiquement, puisque les modules ils varient dans l'espace. Et donc, il y a beaucoup de sources de diffusion d'ondes. D'accord, mais du coup, est-ce qu'on peut le faire ou pas dans la pratique? Je ne sais pas. Du coup, ce que tu mesures, c'est plutôt de la diffusion d'ondes qu'un changement de module Young moyen dans la bande. Oui. Alors après, il y a aussi les défauts. Par exemple, dans les verres de silice, en spectroscopie vibrationnelle. Alors plutôt, je ne vais pas parler des verres de silice parce que
plutôt dans les polymères amorphes. En spectroscopie Raman, Alain Mermet, il a mesuré des bandes de cisaillement en venant par contre jouer sur la polarisation incidente du laser parce que il y avait une polarisation pour laquelle la signature de la bande de cisaillement était plus visible. Sur l'anisotropie. Ok. Ça, c'est une mesure d'Alain Mermet. Et après, dans la silice, avec Christine Martinet, Christine Martinet a mesuré la signature d'une plasticité de la déformation plastique dans la silice par spectroscopie vibrationnelle, par spectroscopie Raman. Mais ça, c'est pareil, c'est mesurable quand on a des changements structurels qui vont du coup changer la réponse vibratoire à petite échelle. Et donc, il semblerait, d'après l'interprétation qu'on a fait, que ça change la densité de mode d'étirement et aussi l'amplitude de vibration des atomes d'oxygène dans la silice quand on a une déformation plastique à l'intérieur de la silice. Et du coup, ça change l'amplitude de l'arrêt D2 dans la réponse de spectroscopie Raman dans la silice. Mais ça, c'est parce qu'on a des changements structurels à l'intérieur du système. Donc, c'est assez facile à mesurer. Quand il y a un mélange de changements structurels, de diffusion d'ondes d'origine variée, ça doit être plus difficile à mesurer, je pense. Ouais. Mais... Ok, bah, écoute, merci de la réponse. Merci Jérôme. Il restait une petite question de Gérard Lecaire qui demandait, il n'a pas de micro non plus, donc je la lis pour lui, il demandait quelle différence entre comportement en compression et en traction. Il y a un effet Bauschinger, souvent, dans les verres. Donc, ça a été bien étudié par Daniel Vandenbroek et aussi par Edan Lerner avec des articles récents. Donc, ouais, c'est pas le même comportement. D'accord, vous aurez l'occasion d'en parler peut-être lors d'une prochaine visite. L'effet de la pression, en fait, les amorphes sont très sensibles à la pression. Donc, selon qu'on comprime ou qu'on déprime, entre guillemets, ça, ouais, ça peut être très sensible à la pression. Ok. Bon, il est presque 1h30, donc c'est l'idée de s'arrêter pour 1h30. Voilà, je pense qu'au nom de tous les gens qui ne peuvent pas parler, voilà, je te remercie une fois de plus pour cette conférence qui était vraiment super. On est monté jusqu'à 80 personnes tout à l'heure, je pense, à peu près. Donc, ça a fait, voilà, je pense que les étudiants sont venus, ils ont écouté et je pense que le niveau de pédagogie était aussi super. Donc, je pense qu'ils ont appris plein de choses aujourd'hui. Voilà, on va s'arrêter là. Merci Anne. Au revoir à tous. Merci pour l'invitation. Voilà, Jean-Christophe, tu veux dire un mot? Alors, merci beaucoup et merci à… Oui, j'ai pas répondu à sa question, Jean-Christophe. C'est pas normal qu'il se plaigne. En fait, ce que tu voulais dire, c'est s'il y a une viscosité en plus, mais on en reparlera à une autre occasion. Ouais. C'est pas grave. Ça marche, merci beaucoup en tout cas et merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Je ferme. Ok.